Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle présentation d'ouvrage qui va se dérouler en deux parties et qui va introduire une série d'enregistrements que je vais consacrer au thème de l'histoire de l'ésotérisme. C'est ce qui m'a occupé ces derniers temps, c'est un domaine que je ne peux pas éviter dans mon travail de recherche, tout simplement parce que, en étudiant les ouvrages de Frédéric Lenoir, la pensée de Frédéric Lenoir, je suis en permanence confronté à des influences qui viennent des milieux, des courants de pensée ésotériques, en particulier le courant New Age, qui en fait partie, et donc je suis amené à travailler cette question de l'histoire de l'ésotérisme et l'histoire des courants ésotériques. Alors, c'est un domaine extrêmement vaste, assez complexe à aborder pour le profane, et je me propose dans une série d'enregistrements de vous donner quelques éléments, quelques pistes et quelques données sur l'histoire de ces courants, d'abord des faits historiques, des données historiques, et puis quelques éléments de réflexion et quelques éléments de problématisation pour saisir de quoi il s'agit et saisir l'enjeu qu'il y a à connaître, à étudier ces mouvements, tout simplement parce que, Frédéric Lenoir en est un très bon exemple, ils infusent dans la pensée, la pensée commune de notre époque, ils jouent et ils ont joué un rôle important dans l'histoire de notre époque et dans l'histoire des siècles passés. Et donc, c'est tout à fait fondamental, c'est tout à fait intéressant de s'y plonger, de voir de quoi il s'agit, de voir les interactions avec le monde de la culture, le monde des arts, et puis aussi, de façon plus directe peut-être, avec l'histoire religieuse, avec le monde des religions constituées, puisque nous allons voir que l'ésotérisme se déploie d'une certaine manière à la fois à l'intérieur et à la fois en marge des religions instituées et constituées. Alors, bien évidemment, on peut s'intéresser à l'ésotérisme comme curieux, comme personne qui va chercher dans l'ésotérisme des réponses à telle ou telle question qu'il se pose, telle ou telle question existentielle, mais comme toute réalité, il est aussi possible d'aborder l'ésotérisme avec un regard distancié, avec un regard extérieur, et c'est précisément ce que se propose de faire l'historien en devenir que je suis, le doctorant que je suis, en abordant ce sujet-là sous l'angle historique et sous l'angle distancié du regard universitaire. Je ne serai pas le premier à le faire, bien sûr, puisque l'étude de l'ésotérisme, l'ésotérologie, on pourrait dire, en tout cas l'histoire de l'ésotérisme et des courants ésotériques, est une discipline récente, mais qui aujourd'hui possède une reconnaissance qui n'est plus discutée. C'est une discipline qui a une histoire, et justement le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est à la fois un jalon dans cette histoire, l'auteur de ce livre est une figure importante dans cette histoire, et dans le livre, il présente justement cette histoire, un résumé de cette histoire, de l'institutionnalisation de l'étude de l'ésotérisme, parce que ce n'était pas forcément évident que l'université puisse accorder une place à ce genre d'études, qui spontanément, pour les personnes qui n'en font pas partie, ne s'y intéressent pas particulièrement, peut sembler quelque peu abracadabrante, peut sembler, comment dire, voilà, relever de quelque chose de trop farfelu pour avoir sa place dans des études sérieuses, dans des études dont l'université est légitime pour s'occuper. Et donc très longtemps, la connaissance de l'ésotérisme, la réflexion sur l'ésotérisme, les études historiques sur l'ésotérisme ont été cantonnées aux seuls amateurs d'ésotérisme, justement, avec tous les biais que l'on peut imaginer. Depuis quelques décennies, les choses ont profondément changé. De véritables historiens, enfin des historiens avec une méthode de travail universitaire
scientifiques se sont penchés sur la question, et c'est notamment en France que la discipline de l'étude de l'histoire de l'ésotérisme a acquis ses lettres de noblesse. En 1964, l'École pratique des hautes études, qui dépend de l'Université de la Sorbonne, dans la section des sciences religieuses, a ouvert une direction d'études consacrée à l'histoire de l'ésotérisme chrétien. C'est François Secret qui a été chargé de s'en occuper, d'être son directeur d'études. Et de 1964 à 1979, donc, François Secret a occupé cette chaire d'histoire de l'ésotérisme chrétien, et s'est occupé de la direction d'études. En 1979, la chaire a changé de nom et de main. C'est Antoine Fèvre, l'auteur du Que sais-je, du livre dont je vais vous parler dans quelques minutes, qui a pris la relève, et à cette occasion, la direction d'études, la chaire a changé de nom, et c'est désormais appelé « Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine ». En 2001, Antoine Fèvre a passé la main. Il a confié à Jean-Pierre Braque la relève. C'est toujours lui qui s'en occupe aujourd'hui, et donc, à cette occasion, la chaire a légèrement changé de nom, « Histoire des courants ésotériques dans l'Europe moderne et contemporaine ». Le mystique a disparu. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un tout autre domaine, l'étude des courants mystiques. Et les courants ésotériques, c'est suffisamment vaste, suffisamment prenant, et ça représente un travail suffisamment monumental pour que la chaire puisse se limiter à ce domaine-là, sans avoir à rougir. Et donc voilà, depuis 2001, c'est Jean-Pierre Braque qui s'occupe qui est directeur d'études dans cette section. Alors, cela concerne la France. Évidemment, la France n'est pas le seul pays à s'occuper de ces études-là. Il y a toute une histoire aussi internationale du déploiement de ces études. La France y a joué un rôle important, mais elles ne sont pas limitées à notre sol. Seulement, je ne vais pas prendre plus de temps pour détailler la totalité des pays, des lieux où on étudie l'ésotérisme. Retenez simplement les deux noms que j'ai cités, Jean-Pierre Braque, Antoine Fèvre, deux noms très importants dans ces études, et qui sont aujourd'hui encore des références des autorités en la matière. Et justement, donc, le livre que je me propose de vous présenter aujourd'hui est un fruit de ce travail. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit d'un Que sais-je. Les Que sais-je, de quoi s'agit-il? Ce sont des petits livres qui font tous la même taille, qui sont dans une collection, la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Une collection qui maintenant doit avoir plus de 70 ans, je pense, qui est pensée comme une encyclopédie très ambitieuse, puisqu'elle n'est pas rassemblée en un gros volume avec des définitions pour chaque sujet traité, mais c'est une encyclopédie qui se déploie en petites monographies, portant chacune sur un thème, et donc les livres font tous la même taille, 128 pages. Généralement, leur rédaction est confiée aux spécialistes reconnus de la question, et on lit ces 128 pages, et on est au point sur l'état des lieux des études sur ce sujet, et des connaissances sur ce sujet. Quand le Que sais-je est réussi, c'est exactement ça qui se passe. Et le Que sais-je sur l'ésotérisme a parfaitement relevé ce défi. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, c'est que c'est un livre d'une qualité exceptionnelle, très bonne, à la fois synthétique au niveau des connaissances, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une somme de données qui sont fournies au lecteur et qui lui permettent d'avoir vraiment sur le sujet les connaissances de base, et à la fois, là c'est le génie d'Antoine Fèvre d'avoir réussi à proposer une introduction qui met l'élaboration de ce savoir dans une perspective historique et qui montre l'institutionnalisation de sa discipline, l'histoire de l'ésotérisme, et les questions, les problématiques, les questions méthodologiques qui se sont posées, qui se posent toujours, autour des questions de définition du champ dont on s'occupe. L'ésotérisme, notez bien que c'est assez difficile
à cerner et à définir, et je vais y revenir dans un petit moment. Et voilà, donc dans ce petit que sais-je, vous avez pratiquement 30 pages de questions méthodologiques et de questions de définition. Le livre a connu des éditions successives, comme c'est souvent le cas avec les que sais-je. La première édition a été publiée en 1992. Antoine Fèvre avait déjà pratiquement 15 ans d'expérience et de travail de direction d'études à l'École pratique d'autres études. Pour autant, il faisait bien remarquer dans certaines parties de son livre que c'était un travail en cours, qu'il y avait encore des champs immenses à défricher. Et effectivement, les années qui ont suivi, le livre a été réédité, mais à chaque fois dans des versions remaniées, complétées. Et donc vous avez des éditions successives. Alors je ne les ai pas toutes, je n'ai pas toutes les années, mais par exemple 2007, 2012 et 2017, 3 rééditions du livre, avec à chaque fois quelques augmentations avec les récents apports. Alors l'exposé que je vous propose, la présentation que je vous propose, s'appuie sur l'édition que j'avais le plus facilement à portée de main, qui est l'édition de 2007. Depuis, elle a été augmentée. Et je l'ai comparé avec la première édition de 1992, je ne vais pas m'étendre tellement là-dessus, mais effectivement il y a eu d'immenses progrès, immenses apports entre les deux éditions, et Antoine Fèvre a énormément affiné ses réflexions méthodologiques et ses réflexions sur la définition. Et comme précisément je me propose de consacrer cette première partie de la présentation aux questions méthodologiques, à la longue introduction du que sais-je, je vais essayer de jongler un petit peu entre les deux éditions pour montrer l'avancement qu'il y a eu dans sa réflexion. Alors, le cœur du problème que soulève de suite Antoine Fèvre, c'est amusant parce que c'est lié de près à la question qui pousse le lecteur à se procurer ce livre ou à ouvrir ce livre, c'est-à-dire, théoriquement, on ouvre le que sais-je sur l'ésotérisme quand on veut savoir qu'est-ce que l'ésotérisme. Et le livre s'ouvre précisément, non pas sur une réponse, Antoine Fèvre qui proposerait une définition de l'ésotérisme, simple, quelques lignes, mais sur les difficultés qu'il y a pour le chercheur à définir l'ésotérisme. Et ce n'est pas du tout une pirouette de l'auteur ou une espèce de coquetterie de l'auteur, c'est vraiment quelque chose qui pose de gros problèmes. Comment définir l'ésotérisme? Qu'est-ce que l'ésotérisme? Alors, posons-nous la question, s'il fallait définir l'ésotérisme, quelles sont les premières choses auxquelles on penserait? Alors Antoine Fèvre joue là-dessus, sur les premières idées qu'on pourrait avoir, puisqu'il propose 5 acceptions du mot, 5 propositions de définition qui viennent à l'esprit quand on pense au mot sans avoir beaucoup creusé la question. Et la première qui vient, effectivement, c'est une sorte d'ensemble hétéroclite. On pense au rayon de la librairie, de notre librairie habituelle. Et donc là, on va penser, je ne sais pas, en vrac, astrologie, numérologie, les ovnis, la magie, la divination, la cartomancie, que sais-je encore. Enfin, une espèce d'ensemble hétéroclite, un peu difficile à cerner, dont on a intuitivement, vaguement l'idée en tête. Enfin, on peut circonscrire dans son esprit vaguement de quoi il s'agit, mais si on devait formuler une définition claire et précise, on serait embarrassé. Deuxième sens qui pourrait venir à l'esprit, ce serait des enseignements ou des faits secrets, volontairement cachés, une espèce de culte, il emploie la formule, la discipline de l'arcane, où, l'ésotérisme renverrait à quelque chose qui serait voilé pour le commun des mortels, et avec cette distinction entre le profane, le tout-venant, et puis l'initié qui, lui, va être au courant. Donc, la question du secret, et il va faire allusion là à 2 romans qui ont eu un certain succès, le premier, Le Pendule de Foucault, de Umberto Eco,
Et le deuxième, le plus connu, le Da Vinci Code, qui serait dans cette catégorie de la révélation des secrets cachés. Et précisément, Frédéric Lenoir a écrit un livre de décortiquage du Da Vinci Code que je présenterai peut-être un jour. On voit qu'on est dans ces domaines-là, du secret. Autre définition qui pourrait venir à l'esprit, là on rentre quand même dans une connaissance un peu plus approfondie du contenu de l'ésotérisme, du moins de certains courants de l'ésotérisme, ce serait un mystère inhérent à la nature même des choses, un mystère inhérent au cosmos, à la nature, à l'histoire. Voilà. Il y aura un sens caché derrière toutes ces choses, derrière toutes les réalités, et ce sens pourrait être percé par une sorte de philosophie occulte, de philosophie secrète, non pas forcément secrète, mais de philosophie, voilà, inaccessible spontanément, quelque chose de plus profond que l'ordre, la connaissance ordinaire des choses, une sorte de philosophie occulte. Voilà, le mystère à percer, à décrypter derrière les réalités ordinaires. Autre, proposition de définition qui pourrait surgir, ce serait l'idée de gnose, la gnose au sens étymologique, dans son sens étymologique de connaissance. Voilà, un mode de connaissance qui passerait par notre voie que la connaissance rationnelle ordinaire, qui passerait par des expériences de l'ordre du paranormal ou du surnaturel, ou bien par une sorte de, quelque chose qui serait lié au mythe et au symbole, à la pensée symbolique, à la pensée analogique, qui ferait accéder à des connaissances qui, là encore, seraient indépendantes des réalités ordinaires. Ici, Antoine Fèvre souligne le lien avec les marginalités religieuses, quelque chose qui serait en périphérie de la religion telle qu'elle est vécue ordinairement par les personnes qui appartiennent à telle ou telle religion. Enfin, dernière acception du mot là on est tout de même entré beaucoup plus profond dans les réalités qu'il y a d'associer au mot ésotérisme, ce serait la quête d'une tradition primordiale, la quête d'une sorte de religion ou de tradition première, d'où toutes les religions auraient découlé, dont toutes les religions seraient comme des rameaux. Là, nous allons trouver ici le courant pérennialiste, le courant traditionnaliste. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce sont les noms tels que René Guénon, Chuon, Charles-André Gillis, même Huxley, de manière un peu moins immédiatement ésotérique, si on veut. Voilà. Bon, conclusion, ésotérisme est une sorte de mot tiroir, parce que vous avez vu, entre les premières choses dont j'ai parlé, les ovnis, la cartomancie, et beaucoup plus loin, l'idée de science secrète, de réalité cachée, ce n'est plus tout à fait la même chose. L'impression que c'est un mot un peu fourre-tout, qui est difficile à circonscrire, en même temps dans laquelle on peut trouver une unité, puisque tout ce dont j'ai parlé est lié. Nous allons essayer de voir par quoi. Alors, Antoine Fèvre va insister assez fortement sur le fait qu'aucun de ces sens n'est satisfaisant si on le prend isolément. Dans le sens où le premier sens que j'ai donné, ensemble hétéroclite, en fin de compte, on peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi. Et certaines choses parmi ces tout et n'importe quoi n'ont aucun lien entre eux. Par exemple, une personne qui va croire aux extraterrestres, qui va acheter des livres sur l'ufologie, qu'a-t-elle à voir avec une personne qui va pratiquer le tarot divinatoire, par exemple, et qui va se servir des cartes de tarot pour essayer de lire l'avenir? Deux réalités, mais quel lien ont-elles entre elles? Et donc si ésotérisme sert à regrouper tout cela, quelle est la valeur de ce mot? Puisque c'est un ensemble trop flou. Les autres définitions peuvent sembler insatisfaisantes pour la raison inverse, c'est-à-dire qu'elles sont trop limitantes, et qu'elles vont laisser en dehors certaines choses, qui pourtant nous semblent associables à l'ésotérisme.
Le cinquième sens, c'est un sens peut-être trop précis, puisqu'il est associé à un courant bien précis, qui est le pérennialisme ou le traditionnalisme, et à certains noms bien précis, donc là encore, on va laisser en dehors. Donc, comment résoudre la question? Et Antoine Febvre se pose la question, comment définir, comment circonscrire le champ de ce qu'on appelle l'ésotérisme. La réponse qu'il propose est la suivante. Il va refuser de donner une définition de l'ésotérisme qui serait calquée d'une certaine manière sur une définition d'une religion, avec une doctrine plus ou moins précise, au contour plus ou moins bien défini, mais il va aborder les choses d'une manière plus empirique, en parlant plutôt de mouvements, de courants ésotériques, et en disant que ce serait un ensemble de courants qui présentent de fortes similitudes et se trouvent reliés historiquement les uns aux autres. Voilà. C'est ce qu'il propose à la page 7 et 8 de la version de l'édition 2007 du Que sais-je. Un ensemble de courants qui présentent de fortes similitudes et se trouvent reliés historiquement les uns aux autres. Et il va donner une liste de ces courants. Alors je vous la donne très rapidement, je reviendrai dessus dans la deuxième partie de ma présentation. L'histoire commencerait à l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'Antiquité avec l'hermétisme alexandrin, le gnosticisme chrétien, diverses formes de néopythagorisme, l'astrologie spéculative qui continuerait de se déployer au Moyen-Âge, l'alchimie, à la Renaissance, l'émergence d'un hermétisme néo-alexandrin, le déploiement d'une kabbale chrétienne, donc là avec une influence juive qui s'exerce sur la religion, sur la foi chrétienne, et qui fait jaillir de l'intérieur du christianisme une forme chrétienne de kabbale, le développement d'une philosophia occulta, j'y reviendrai, le courant paracelsien, qui est plus lié à la médecine et tout ce qui touche à la guérison, et après la Renaissance, des filiations dans le rosicrucianisme, dans la théosophie chrétienne, dans l'illuminisme, dans la naturphilosophie allemande, et dans l'occultisme, et c'est là où les choses se corsent encore plus. Au XXe siècle, l'héritage, alors il laisse cette question de côté pour l'instant, XXe siècle, l'héritage, la démocratisation, qui a déjà bien commencé au XIXe siècle, avec de multiples résurgences de tout ce qui a précédé, des reformulations, des combinaisons, et un déploiement qui devient proprement illisible, puisque cela éclate en une indéfinité, une multitude de courants et de groupes, avec une extension beaucoup plus large qu'avant, ce qui rend les choses bien plus compliquées. Alors, Antoine Febvre est assez modeste sur son approche, il reconnaît lui-même que cela pose des problèmes, et que c'est plus, comment on pourrait dire, comme il y a les idéotypes de Weber pour aider à penser les choses, c'est-à-dire des choses qui n'existent, des idéaux qui n'existent pas dans la réalité, mais que l'on pose sur le papier ou théoriquement pour nous aider à mieux penser certaines réalités, à mieux catégoriser. Là, c'est un peu la même chose. En fait, le problème qui se pose, et que n'ont pas manqué de souligner d'autres personnes à la suite d'Antoine Febvre, par exemple Cocu von Stuckrad, dans son petit livre Vassiste ésotérique. Le problème qui se pose, c'est tout simplement que la définition est un peu tautologique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des éléments qu'elle pose elle-même comme élément de définition. Je ne sais pas comment le dire, c'est un peu le cercle, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que Antoine Febvre dit « Pour définir l'ésotérisme, je vais refuser de le définir et regarder uniquement ce qui se passe historiquement. » Mais en regardant ce qui se passe historiquement, il choisit un certain nombre de courants qu'il définit comme son corpus. Et dans ce corpus, il dit « Voilà, je constate des filiations et je constate des héritages, et donc cela me prouve qu'il y a bien un mouvement ésotérique. » Mais le problème, c'est qu'au départ, il a lui-même posé un choix dans son corpus et qu'il a mis ou exclu de ce corpus certains éléments. Et donc, c'est un peu problématique, puisque ça ne propose pas une définition satisfaisante, comme pourrait l'être la définition, par exemple, de la foi chrétienne, un personnage historique, Jésus, qui
institue ce qui devient ensuite l'Église, etc. Là, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas d'histoire facilement délimitable. Une réponse qui a été proposée à ce problème, et qui ne fait pas l'unanimité, a été de considérer l'ésotérisme dans sa relation avec les religions majoritaires, ou avec les courants religieux ou les courants philosophiques institués et officiels, au sens où l'ésotérisme ne pourrait se définir que par un discours, lié à quelque chose qui préexiste, qui se prétendrait révélation de vérité cachée par un mouvement qui, lui, est officiel et tient la parole officielle, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr d'être clair, j'essaierai d'y revenir à l'occasion. Alors, Antoine Fèvre ne s'est pas limité à cette proposition d'approche empirique. Il a proposé une caractérisation des courants ésotériques qui a été très 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 largement adoptée par les personnes qui ont travaillé à sa suite. Elle a été contestée sur certains points, elle a été critiquée, mais même les personnes qui la critiquent se servent de sa critériologie, des déterminations qu'il propose, et donc il les a repris au fil de ses que sais-je, en disant qu'elles avaient été contestées, mais qu'elles continuaient de jouer un rôle heuristique et de faciliter le travail, et donc que pour lui ça justifiait de continuer à en proposer l'utilisation. Quelles sont les 6 caractéristiques de l'ésotérisme selon Antoine Fèvre? Il en donne 4 fondamentales et 2 plus secondaires. Alors je vais vous les lister en commençant par les 4 fondamentales. La première, incontournable, c'est l'idée de correspondance universelle. C'est-à-dire que la pensée ésotérique va reposer sur l'idée qu'il existe des liens entre les différents ordres de réalité, avec toutes les frontières que l'on peut mettre à ces différents ordres de réalité, et qu'il y a la possibilité de connaître et d'utiliser ces correspondances. La phrase répétée à satiété dans les livres ésotériques, qui relèvent de l'ésotérisme, et même jusqu'au roman de Frédéric Lenoir, dont je parlerai peut-être un jour, c'est une phrase de la Table d'Émeraude, un texte très connu dans le monde ésotérique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà, l'idée de correspondance. Deuxième point, deuxième caractéristique, l'idée d'un cosmos ou d'une nature vivante. Tout est animé, il y a l'idée de l'âme du monde, et du coup l'idée qu'il y a une possibilité éventuellement d'utilisation de ces éléments vitaux présents dans toutes les réalités. C'est de là par exemple que va jaillir un certain type de magie, ou l'utilisation des minéraux, des gemmes, des cristaux, etc. Troisième caractéristique, le rôle des médiations et de l'imagination. Nous allons trouver dans la littérature ou dans les textes relevant de l'ésotérisme la convocation très fréquente d'entités, les anges, les lutins, les farfadets, les elfes, etc., etc. Tout ce jeu, alors dans les textes les plus anciens, c'est surtout les anges et les hiérarchies angéliques, comme dans les textes de Denis l'Aréopagite. Voilà, les médiations et les créatures relevant d'un monde imaginaire, mais pas nécessairement considéré comme imaginaire par les gens qui parlent de tout cela. Quatrième caractéristique, l'expérience de la transmutation, de la transformation profonde de l'être. Et cette idée d'expérience, de valeur de l'expérience, c'est quelque chose qui va être beaucoup mis en avant. L'expérience par rapport à quoi? Eh bien par rapport à la doctrine ou la théorisation en théologie. On va articuler les choses selon De Paul, ce qui relève du cérébral et ce qui relève de l'expérience. Alors une des personnes qui va aller le plus loin dans ce domaine, c'est René Guénon, puisqu'il va parler de l'intuition intellectuelle qui fait prendre conscience de la totalité de ce qui est,
contre le discours et la rationalité qui, elle, voit les choses séparativement, donc toujours de manière limitée, limitative. L'expérience. Les deux caractéristiques secondaires, mineures, ce sont les concordances. Alors les concordances, c'est un jeu une pratique auquel aiment beaucoup se livrer les personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, c'est repérer les points de convergence et les points de similitude entre les différentes religions, entre les différentes mythologies, entre les différentes pratiques, avec cette idée derrière la tête que tout découlerait d'une religion primordiale, d'une tradition primordiale, dont toutes les autres formes religieuses découleraient. Et donc avec cette idée que l'on peut remonter à la source d'une certaine manière et retrouver cette tradition primordiale plus pure et plus riche que tout ce qui peut exister dans les religions particulières. Alors là, c'est quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir abondamment, puisque c'est précisément l'une des thèses que Frédéric Lenoir reprend aux différents courants, à certains courants de l'ésotérisme, dans certains de ses ouvrages, donc vous en entendrez parler si vous suivez mes enregistrements. Sixième caractéristique importante dans les mouvements ésotériques, la notion de transmission. Les connaissances se transmettent, et de manière privilégiée, de maître à disciple, avec parfois cette idée d'influence spirituelle qui va se transmettre, qui ne peut pas se transmettre par les textes, mais qui doit se transmettre par un contact direct, physique ou non. Et donc, vous allez trouver très fréquemment des chaînes de transmission, des listes d'initiés, de grands initiés qui ont transmis au cours des âges tel ou tel enseignement. Si Antoine Fèvre l'a rangé parmi ses notes mineures, c'est que ce n'est pas du tout nécessaire, ce n'est pas du tout quelque chose d'omniprésent, mais que c'est quelque chose qui revient extrêmement fréquemment. Voilà, ces 6 caractéristiques, comme je vous le dis: correspondance universelle, nature vivante, médiation, expérience de la transmutation, de la transformation de l'être, concordance et transmission. Ces 6 caractéristiques, ensemble ou séparément, sont pour Antoine Fèvre des caractéristiques fondamentales des différents courants ésotériques. J'insiste à nouveau sur le fait que si Antoine Fèvre ne propose pas de définition claire, nette et précise de l'ésotérisme, c'est tout simplement parce que cela lui semble neutraliser son étude, cela lui semble ne pas correspondre à l'objet de son étude. Et c'est pour cette raison qu'il va préférer employer une formule qui peut sembler plus floue, mais qui correspond effectivement mieux à ce qu'il étudie, forme de pensée. Et voilà ce qu'il écrit à la page 18. Aborder comme un ensemble de réceptacles d'imaginaire le domaine étudié nous paraît plus conforme à sa nature propre que de tenter de le définir à partir de ce qui relèverait de croyances explicites particulières, de professions de foi, de doctrines, tentatives qui selon nous ne sauraient que conduire à une impasse. Voilà, j'insiste à nouveau sur le fait que cette vision d'Antoine Fèvre est d'une certaine manière volontaire et assumée. Elle pose un certain nombre de problèmes, mais jusqu'à présent, méthodologiquement parlant, c'est celle-ci qui a semblé la plus féconde et la plus propice à l'étude des courants en question. Antoine Fèvre va également insister sur plusieurs points qui lui semblent importants pour une étude rigoureuse et sérieuse de l'ésotérisme. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas possible de penser l'ésotérisme uniquement par rapport à une orthodoxie. C'est-à-dire que l'ésotérisme n'est pas un courant hérétique par rapport à la foi chrétienne ou par rapport aux grandes religions instituées. Il y a eu un ésotérisme, et il y a encore un ésotérisme à l'intérieur de la foi chrétienne, et un ésotérisme à l'extérieur, hérétique, de gré ou de force, c'est-à-dire soit parce que l'Église l'a déclaré hérétique, soit parce que lui-même s'est positionné comme en opposition avec la foi chrétienne communément partagée.
Et de la même manière, il n'y a pas comment dire, une séparation qui serait l'ésotérisme comme mouvement, comme ensemble de mouvements qui relèverait d'une irrationalité, d'un refus de la science et d'un refus de la raison, contre la pensée scientifique, contre la pensée rationnelle moderne. C'est beaucoup plus complexe. Il y a dans l'ésotérisme une tendance qui revient très fréquemment de vouloir faire concorder les données qui relèvent le plus du mythe, de l'analogie, de la pensée surnaturelle, de l'idée de révélation, l'idée de correspondance universelle, etc. Il y a tout un discours qui cherche à faire concorder tout cela avec la science, et bien souvent en faisant preuve d'une très grande information très fine et très précise des données de la science moderne. Donc ce n'est pas du tout une attitude d'opposition, d'opposition de principe, d'une certaine manière, à la rationalité, à la science, et même parfois c'est même l'inverse. Et il y a dans l'ésotérisme des figures éminentes de personnes qui ont été à la fois à la pointe de la science de leur temps, et à la fois les plus actives dans le domaine de ce qui semble à première vue relever de la pure irrationalité. L'exemple qui vient, par exemple, c'est le cas de Pappus, qui était un médecin et occultiste. Et il était médecin officiel, avec son titre de médecin, et occultiste très connu, et il n'a pas eu de problème particulier avec les autorités de la médecine de son temps. Autre élément sur lequel insiste Antoine Fèvre, l'ésotérisme ne se présente absolument pas comme, même si parfois le discours peut donner l'impression d'une opposition ferme et intransigeante avec la modernité, avec toute la complexité qu'il y a à définir la modernité, mais du point de vue d'Antoine Fèvre, il a des arguments assez solides pour défendre cela, l'ésotérisme est lié intimement à la modernité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le penser comme un phénomène soit archaïque et qui serait une survivance du passé, soit comme une opposition à ce qu'est la modernité. L'argument le plus fort qu'il donne en la matière, c'est que l'ésotérisme prend son déploiement, les courants ésotériques qu'il étudie, prennent leur déploiement le plus fort et le plus massif à la Renaissance, qui est précisément la période où commence à se déployer ce qu'on peut qualifier de modernité, ce qu'on peut qualifier de pensée moderne et de vision moderne de l'homme. Il dit en ce sens, à la page 8, à partir de la fin du XVe siècle, de nouveaux courants sont apparus de façon très novatrice, en ce sens qu'ils se trouvaient intrinsèquement liés à la modernité naissante, au point d'en constituer un produit spécifique. Et quand je présenterai dans la deuxième partie de cette présentation, je vous parlerai de quelques-uns de ces courants, vous verrez que c'est tout à fait vrai. Je vais conclure cette première partie en vous lisant ce que je fais d'habitude au début, mais là je vais garder pour la fin, en vous lisant la 4e de couverture du livre, et en ayant en tête tout ce que j'ai dit précédemment, vous verrez, ça éclairera ce petit texte. De l'initiation maçonnique au yoga, en passant par l'alchimie ou le spiritisme, l'extrême diversité de ce qui relèverait de la catégorie d'ésotérisme fait perdre tout sens précis à cette notion. Or l'intérêt porté à la dimension irrationnelle et spirituelle de l'homme ne cesse d'augmenter le nombre de manifestations dites ésotériques, qu'elles soient pratiques ou théoriques, nouvelles ou réactualisées. L'ambition de cet ouvrage est d'esquisser les contours de cette forme de pensée, en s'appuyant sur les courants qui l'illustrent dans le monde occidental, et particulièrement depuis le début des temps modernes. Voilà, dans la deuxième partie de cette présentation, je vous présenterai justement ce qui constitue les 2 autres tiers du livre, à savoir l'exposé historique très synthétique des différents courants historiques de l'ésotérisme et quelques grandes figures de ces courants, quelques-unes de leurs thèses. Je vous remercie pour votre attention, à très bientôt.